Le Mali ne fléchira pas face aux menaces de djihadistes. Les auteurs des attentats à Bamako et à Kidal seront punis. Propos du président malien. Le président zambien a été conseillé par ses médecins de se faire soigner à l'étranger. Cette résolution fait suite à l'évanouissement de Edgar Lungu lors d'une cérémonie publique. Hosni Moubarak sera rejugé à compter du 4 avril prochain. L'ex-président est accusé de détournement de fonds publics. Dans ce journal, en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour son rôle durant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Surnommée la Dame de Fer ivoirienne, au temps où son mari Laurent était au pouvoir, Simone Gbagbo a accusé le coup à l'énoncé du verdict, son visage se durcissant. 78 personnes étaient jugées à ses côtés pour leur rôle dans la crise post-électorale causée par le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de l'actuel chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, à la présidentielle de novembre 2010. Les violences entre les deux camps ont fait plus de 3000 morts en 5 mois. Le parquet général avait requis une peine moitié moindre, soit 10 années d'emprisonnement contre l'ex-première dame. À la tombée de la peine, ses avocats ont annoncé leur intention de pourvoir en cassation. L'ancien président de l'Égypte, Hosni Moubarak, sera rejugé dans une affaire de corruption à compter du 4 avril prochain. C'est lundi donc que la justice égyptienne a rendu l'information publique. L'ex-président est accusé de détournement de fonds publics. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak sera rejugé avec ses 2 fils à partir du 4 avril prochain dans une affaire de corruption pour détournement de fonds publics. La somme d'argent détournée s'élève à plus de 10 millions d'euros et aurait été allouée à l'entretien des palais présidentiels de l'ancien président. En mai dernier, la justice avait déjà condamné Hosni Moubarak à 3 ans de prison et ses 2 fils, Alaa et Gamal, à 4 ans. Mais la Cour de cassation a annulé ce verdict et ordonné un nouveau jugement. Les 2 fils Moubarak ont été remis en liberté en janvier dans l'attente de l'ouverture de ce procès, mais leur père reste détenu dans un hôpital militaire du Caire. Rappelons que l'ancien président Hosni Moubarak avait été renversé par une révolte populaire en 2011. En Zambie, des doutes planent désormais sur l'état de santé réel du président Edgar Lungu. Au lendemain de son malaise en public, il a certes retrouvé ses esprits, mais n'est pas encore rétabli. À en croire ses médecins traitants, son évacuation s'impose. Plus de précisions à travers cet élément. Edgar Lungu devra être évacué à l'étranger pour y subir une intervention chirurgicale à la gorge. Il s'agit là d'une forte recommandation des médecins traitants du président zambien. Il s'est effondré à la tribune alors qu'il donnait un discours à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. La présidence zambienne avait auparavant affirmé que le chef de l'État souffrait du paludisme. Mais les diagnostics ont révélé une maladie bien rare, exigeant une procédure médicale bien spécifique, non encore disponible en Zambie. Edgar Lungu serait atteint d'achalasie, cette maladie qui touche l'œsophage et empêche les aliments d'entrer dans l'estomac. Selon Amos Chanda, porte-parole de la présidence, le président qui avait perdu connaissance après être resté debout durant une vingtaine de minutes avait déjà été soigné de la même affection il y a 30 ans. Âgé de 58 ans, Edgar Lungu est arrivé au pouvoir lors d'une élection anticipée en janvier après la mort en octobre du président Michael Sata dans l'exercice de ses fonctions. Pendant la campagne ayant précédé l'élection qu'il a portée à la tête du pays, ses partisans ont vivement démenti les informations persistantes selon lesquelles il se portait très mal. L'homme avait alors proposé de se soumettre à des examens afin de rendre public son bilan médical, mais en vain. Ancien ministre de la Défense, Edgar Lungu a été élu président pour terminer le mandat de son prédécesseur. De nouvelles élections sont prévues pour 2016.
Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, est depuis lundi en visite au Maroc. L'objectif est de confirmer la relance des relations d'amitié entre les deux pays. Un nouveau départ des relations avec le Maroc engagé en février dernier après une année de brouille diplomatique. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a débuté lundi dans la capitale marocaine, une visite de 2 jours dans le cadre de la relance des relations avec le Maroc. À cette occasion, Laurent Fabius doit rencontrer le roi Mohamed VI, le chef du gouvernement Abdellilah Ben Kiran, ainsi que plusieurs ministres, dont son homologue. Parmi les nombreux volets de la coopération bilatérale, Laurent Fabius doit aborder la question de la lutte contre le djihadisme. La crise diplomatique entre Rabat et Paris avait débuté en février 2014 lorsqu'un juge français avait demandé l'audition du patron du contre-espionnage marocain Abdel Latif Hamouchi, faisant l'objet de plaintes pour torture. Rabat avait alors suspendu sine die sa coopération judiciaire et les relations dans la lutte contre le terrorisme avaient également subi les effets de la brouille. Après la signature d'un nouvel accord de coopération judiciaire, la réconciliation a été scellée le 9 février dernier à l'Élysée lors d'une rencontre entre François Hollande et Mohamed VI. Un séminaire gouvernemental aura lieu prochainement à Paris afin de définir une feuille de route bilatérale pour les 2 prochaines années. Elle sera précédée d'un déplacement au Maroc du Premier ministre Manuel Valls le 10 avril prochain. Au Nigeria, la commission électorale présidée par le professeur Atairu Jega a annoncé lundi une rallonge de 2 semaines pour les opérations de distribution des cartes d'électeurs. Cette prolongation de délai vise à permettre à un maximum de citoyens nigériens de disposer de cet outil indispensable pour participer aux prochaines élections générales. Plus de précisions avec Abdoulaye Issa, le correspondant de Sika TV au Nigeria. Suite aux élections test organisées par la commission électorale nigériane INEC le samedi 7 mars dans 12 États des 36 du pays, l'institution présidée par le professeur Atairu Jega a annoncé la prolongation de 2 semaines dans le cadre de la distribution des cartes, le temps de permettre à un maximum de citoyens nigérians de disposer de leur sésame pour les élections à venir. Cette décision intervient suite au constat fait sur le terrain faisant état qu'une majorité de la population dans certaines localités ne dispose pas de carte d'électeur. Refus ou abandon des citoyens, des questions se posent et le président de cette commission a promis apporter des réponses dans les 2 semaines en mettant à la disposition de la population des agents distributeurs. Répondant à la question de savoir combien de cartes ont été distribuées à ce jour, le professeur Atairu Jega fait cas d'un taux de 80% de distribution. Ce taux est synonyme de réussite à marteler Jega, mais n'empêche, la commission ira jusqu'au bout. À moins de 3 semaines de la tenue de ces élections, tout porte à croire, selon les organisations non gouvernementales nigérianes, que le pari est gagné d'avance pour la commission électorale INEC. Ces élections se tiendront-elles dans certaines localités nord du Nigeria? La question se pose. Partis où bon nombre ont fui et sont devenus des réfugiés suite à l'insurrection du groupe armé Boko Haram qui a annoncé son allégeance au groupe État islamique. Aboubakar Shekau a promis de tout faire pour perturber le vote, faisant craindre que les élections très disputées et parfois source de violence à motif politique ne tournent au désastre. Les armées nigériennes et tchadiennes qui mènent depuis dimanche une vaste offensive terrestre et aérienne contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria à partir du sud-est du Niger voisin ont repris la ville de Damasak aux islamistes. Un premier succès sur ce 2e front ouvert contre le groupe insurgé. Ni le gouvernement ni l'armée du Niger, donc c'est la première incursion en territoire nigérien, n'a pour l'instant fait de déclaration sur ce succès dans la lutte contre Boko Haram qui a fait allégeance samedi au groupe djihadiste État islamique. Nous allons au Mali à présent. Les Maliens tiennent toujours bon après l'attentat qui a fait 5 morts à Bamako, d'après le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Choguel Maïga refuse de céder à la panique. Le Mali a promis de ne pas céder à la peur et de punir les auteurs de l'attentat de Bamako où enquêteurs maliens et étrangers joignaient lundi leurs forces après cette première tuerie qui a frappé des Occidentaux dans la capitale malienne.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta, dimanche soir, dans une première réaction publique, après s'être rendu la veille sur les lieux de l'attentat et au chevet des blessés à l'hôpital, a déclaré que les Maliens n'étaient pas apeurés. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Choguel Maïga, a renchéri lundi, assurant que le peuple malien ne se laisserait pas intimider. Notre peuple, comme l'a indiqué le chef de l'État, ne se laissera ni impressionner, ni intimidé par les actes terroristes, et la panique ne gagnera pas le rang des Maliens. Et l'accord qui est en train de négocier, qui a été paraphé par le gouvernement malien et l'ensemble des partenaires, et dont le paraphe est attendu des groupes armés, nous ferons tout du côté du gouvernement malien pour que cet accord soit et qu'il constitue une base réelle pour la stabilisation de notre pays. La tension reste palpable, surtout parmi la communauté expatriée. Une magistrate de la section antiterroriste du parquet de Paris, accompagnée de 10 policiers français, est arrivée dans la nuit de dimanche à lundi à Bamako pour participer à l'enquête sur l'attentat qui a fait 5 morts. Il y a 25 ans, le 11 mars 1990, le Chili célébrait le retour de la démocratie avec l'arrivée au pouvoir du premier président élu après la dictature militaire. L'héritage politique et social du régime d'Augusto Pinochet aura pourtant survécu bien au-delà de cette date. Mais aujourd'hui, le Chili est en train de se débarrasser de ces derniers vestiges. À cet endroit de l'un des quartiers les plus huppés de la capitale chilienne, s'élevait il y a encore quelques semaines la maison d'Augusto Pinochet. Vendue par sa veuve, la demeure de l'ancien dictateur a été détruite. Une autre trace de l'histoire de la dictature militaire qui disparaît à Santiago, alors que le pays essaye de se débarrasser de ses souvenirs encombrants. En novembre, un groupe de députés de la majorité a présenté un projet de loi pour rebaptiser les lieux qui portent des noms associés à la dictature et en interdire les hommages. Le Chili a encore une dette vis-à-vis des familles des prisonniers disparus qui n'ont toujours pas été retrouvés. Qu'elles puissent marcher dans la rue et se trouver nez à nez avec le nom d'une personne qui a été complice ou responsable de la dictature, qui a été un bourreau, un assassin, qui a du sang sur les mains, que des rues portent le nom de ces gens-là, cela nous paraît inacceptable. Une œuvre de l'artiste chilien Papas Fritas n'hésite pas à revisiter la mort de Pinochet. Pour la jeunesse chilienne, il est grand temps de tuer symboliquement son personnage. Il n'a pas seulement torturé, il a aussi assassiné ses compatriotes. On devrait éliminer toutes ces sortes d'allusions au personnage de Pinochet. Augusto Pinochet a quitté le pouvoir en mars 1990 suite à un référendum. Mais 25 ans plus tard, de nombreux pans de sa politique sont toujours en place. La socialiste Michelle Bachelet, revenue au pouvoir il y a un an, a engagé une série de réformes pour mettre fin à cet héritage politique. La plus emblématique, celle de l'éducation, privatisée sous Pinochet et très inégalitaire. Mais aujourd'hui, même au sein de la droite chilienne, plus personne ne se veut l'héritier de sa politique. Il y a eu un tournant lors des 40 ans du coup d'État en 2013 où l'ensemble de l'héritage de Pinochet a été fortement remis en question. On a beaucoup débattu sur le thème des violations des droits de l'homme. Et aujourd'hui, je crois que ceux qui défendent Pinochet le font beaucoup plus timidement. Augusto Pinochet est mort en 2006 sans jamais avoir été jugé des crimes du régime militaire qui a fait plus de 3000 morts. Reste une blessure béante dans la société chilienne, celle des disparus de la dictature dont la grande majorité n'a jamais été retrouvée. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous.